Partout dans le monde, les relevés météo s'affolent et des records sont battus. L'année 2023 s'annonce comme la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Alors pour comprendre concrètement ce qui réchauffe notre planète, il faut regarder dans notre atmosphère. Avec les gaz qui la composent, elle agit comme une couverture qui conserve à l'intérieur une partie de la chaleur que nous envoie le soleil. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre et c'est très utile. Sans cette couette naturelle protectrice, il ferait beaucoup trop froid sur Terre et la vie serait impossible. Le problème, ce sont les activités humaines qui émettent beaucoup trop de gaz comme le CO2 ou le méthane. Ils s'accumulent dans l'atmosphère, ce qui piège trop de chaleur, et c'est pour ça qu'il fait plus chaud. On voit très bien d'ailleurs le lien entre ces deux courbes. Depuis 100 ans, les émissions mondiales de CO2 ne cessent d'augmenter, et en parallèle, la température moyenne du monde augmente beaucoup trop vite. À la source de ces émissions, il y a le charbon, le pétrole et le gaz que nous utilisons. Des énergies qu'on appelle fossiles, car ce sont d'anciens restes de plancton ou de végétaux fossilisés dans le sol depuis très longtemps. Et l'ennui, c'est que lorsqu'on les brûle pour obtenir de l'énergie, ils libèrent en quelques instants énormément de CO2 qui avait mis des millions d'années à être stocké sous terre. Mais alors pourquoi a-t-on aujourd'hui autant de mal à se passer de ces énergies? Pour mieux comprendre, il faut remonter le temps et revenir à l'origine de toute cette histoire. Vive la France! Bienvenue au 19e siècle en Europe. C'est ici, à cette époque, que tout a commencé. Pour la première fois, on réussit à dompter ces énergies fossiles à grande échelle pour transformer notre façon de produire. C'est la révolution industrielle. Dans cette nouvelle ère qui s'ouvre, tout va plus vite et l'homme commence à modifier son environnement à une vitesse sans précédent. Car ces nouveaux combustibles ont beaucoup d'avantages. Ils sont peu chers, ils sont très abondants et surtout, ils offrent un rendement énergétique jamais vu auparavant. À mesure qu'on apprivoise ce nouvel or, il permet de faire tourner les usines qui fabriquent des machines, toujours plus de machines. Des locomotives, des tracteurs, des métiers à tisser et même les toutes premières automobiles. Grâce à ces énergies, l'économie est en croissance rapide. On crée beaucoup d'emplois, on gagne en confort de vie et en temps libre. En 1848, la journée de travail passe de 12 heures à 10 heures maximum, puis à 8 heures en 1919. En clair, les énergies fossiles ont transformé nos vies. La suite est toute tracée sur ce modèle. Au XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, le moteur économique tourne à plein régime, propulsé par les énergies fossiles. Progressivement, nous sommes devenus de plus en plus dépendants de ces énergies pour travailler, nous déplacer toujours plus vite, toujours plus loin, mais aussi pour nous loger ou nous nourrir. Et voilà comment nous avons lié notre quotidien à ces énergies fossiles et donc à tout ce CO2 qui n'a cessé d'augmenter. Alors certes, d'autres sources d'énergie se sont ajoutées, comme les renouvelables ou le nucléaire. Par endroits, on voit aussi que les émissions ont ralenti, même s'il reste beaucoup à faire. Mais en parallèle, d'autres pays dits du Sud, comme la Chine ou l'Inde, ont eux aussi connu ce boom industriel, mais bien après. Et ils comptent rattraper leur retard en misant jusqu'ici surtout sur les énergies fossiles et en émettant toujours plus de CO2. Il faut le dire aussi, leurs usines produisent aujourd'hui beaucoup de produits consommés par les Occidentaux. Ils polluent donc aussi pour eux, c'est-à-dire pour nous. Seulement voilà, ce qui est très problématique, c'est que tout ce CO2 s'accumule dans le temps. Concrètement, prenons mon trajet le matin pour aller au travail en voiture. Le CO2 qui sort de mon pot d'échappement aujourd'hui va monter dans l'atmosphère et y rester pendant très longtemps. Environ 40% seront encore là dans 100 ans,
20% dans 1000 ans et dans 10 000 ans, il en restera encore près de 10%. C'est fou à dire, mais aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, il y a donc encore une petite partie du CO2 émis au 19e siècle par les toutes premières voitures. Avec tout cela, on comprend mieux pourquoi les négociations internationales sur le climat sont si épineuses, entre le poids du passé et les enjeux économiques actuels. Mais le défi n'est pas insurmontable. Il est encore temps de limiter le réchauffement climatique si tous les pays agissent ensemble pour préserver notre planète.